J'avais commencé l'entrepreneuriat en 2014. Ça n'a pas marché tant que ça. J'ai démissionné de la boîte où j'étais. Donc avec mon dernier salaire, j'ai pris 50 000 pour créer mon logo. J'ai créé ma page et puis je me suis lancée. La spiritualité est très importante dans ma vie, comme je dis tout le temps. Cette fois, quand j'ai créé mon entreprise, mon business plan, c'était Dieu et ma vision. Mon rêve, en fait, dans l'immobilier, c'était de faire de la location-vente. Et alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, on a réussi à le faire. Là, actuellement, on a 2 projets qui sont en location-vente des appartements. Et on a l'intention de le faire aussi pour des villas. Par exemple, pour tous les projets où on a fait des campagnes de vente de terrain par moratoire, on a prévu de construire pour toutes ces personnes et de faire des mini-cités. Parce que comme on a déjà acheté des terrains ensemble, ils sont en train de payer, ils ont fini de payer pour la plupart, ils ont leur titre de propriété. Après, on va proposer au même groupe de faire en fait des villas. Pourquoi pas? Avec des tontines, avec des modes de paiement réduits. Voilà, et puis on continue en fait dans notre mode de coopérative et on appelle ça chez nous l'immobilier solidaire. Hello, c'est Manu Arthur, bienvenue sur Business Expertise. Comme vous le savez déjà, ici on parle création de richesse, on parle entrepreneuriat et aussi on parle immobilier. Ok, aujourd'hui on a une invitée assez particulière. Donc, xaaral ma bàyyi ko mu présenté wu. Invité, imagine tu es devant le président de la République quoi suñu président bu bees te mu mun sol rek président bi ñëw ngeen jàkkaarloo nga war a présenté wu quoi lan nga koy wax. waaye léegi man dama bëgg nga wax lan moo ma def ma particulière. Ah non gars yi nañ ko xam léegi nii. man dama xam da nga particulière rek. ok waaw gars yi nañ ko xam léegi nii. kon président maa ngi lay nuyu. léegi boo doon présenté pour mu xam la moom loo koy wax. nekk dama koy ne salaamaaleykum président maa ngi lay nuyu ñu ngi leen ndokkal. waaw. bienvenue à la tête du pays kontaan nañ ci yow. waaw. ñu doxal projet bi. waaw léegi doo présenté wu mu xam yaay kat mën la financer. bàyyi ma présenté wu ci sa communauté bi rek moo gën. ah baax na vas-y. du noonu donc je dis bonjour à toute ta communauté. à la communauté de Business Expertise. qui nous regarde sur tes plateformes et sur ta chaîne YouTube. J'en fais partie de toute façon. Donc maa ngi leen di nuyu moi c'est Khadija Mohamed. Directrice de Baraka Imo. et voilà. benn jeune bu nekk ci immobilier di ci yëngu. voilà. c'est bien. léegi Khadija léegi ku bëgg a dugg ci immo moom dafa ci ban xeetu jàng la war a def dafa war a jaar Harvard wala. non man de jaaruma Harvard. wax dëgg yàlla te maa ngi góorgóorlu. non pour faire de l'immobilier y a pas forcément un diplôme spécial. et ici au Sénégal jusqu'à peut-être récemment j'ai pas connu d'études spécialement orienté dans ça. Je pense que maintenant, en tout cas à l'époque, moi où j'étais en formation, donc moi j'ai plutôt eu un background basique, intelligence des affaires, BBA, MBA, c'est un peu ce que j'ai fait, administration des affaires en général quoi. Et j'ai un background aussi très commercial, donc j'ai travaillé toujours dans tout ce qui était commercial et marketing. C'est ça que j'ai toujours fait depuis mes 18 ans, donc. C'était ça, donc c'était cette fibre commerciale qui m'a amenée. Mais il y en a qui, par exemple, ont fait droit, ont fait tout ce qui est droit des affaires et tout ça. Ils s'en sortent bien, souvent dans l'immobilier. C'est un atout en tout cas de s'y connaître en droit et un peu en fiscalité peut-être et tout. Mais je pense que c'est un melting pot. Et pour moi, bon, l'immobilier, si tu as un bon background surtout commercial, tu peux t'en sortir. Sinon, est-ce que tu avais un métier que tu voulais faire un peu plus jeune? Alors moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'être journaliste. C'était ça mon rêve et tout. Quand j'ai eu le bac, j'ai voulu faire des études à l'étranger. C'était pour suivre ça, tout ce qui est communication et journalisme. Mais malheureusement, affaire du Tindia et Bilam Khirton. Est-ce que nga xool kii nu mu tudd nga xool revenu yi nga ne non bii moo ëpp solo. du ñàkk tamit nag parce que comme dama bëgg xaalis donc du coup et que ça paye pas extrêmement bien. Souvent c'est des trucs yoo xamante ne tu es connu mais bon tu n'es pas tant bien payé que ça en fait. Pas vraiment. De toute façon le but du jeu n'a jamais été d'être employé longtemps. Le but du jeu a toujours été d'être employeur. Auto-employeur et employeur. Donc, de toute façon, même si j'avais fait journalisme, je sais que Domoti donne une carrière jusqu'à la retraite parce que je n'ai même jamais été dans le style à être employé longtemps. Et à quel moment, en fait, de ta vie, tu t'es dit
Moi, finalement, être salarié, c'est pas mon truc. Faudrait que je mette en place quelque chose, quoi, un business. À quel moment de ta vie, quoi? Alors, très tôt dans ma vie, déjà au collège, parce que j'ai vu une mère qui a en fait tout arrêté, qui a fait des études. Mon père lui a payé des études et tout pour qu'elle travaille. Elle a commencé à travailler, mais à un moment, elle a préféré tout lâcher pour s'occuper de l'éducation de ses enfants. Et on a vu que le résultat était plutôt satisfaisant. Donc moi, je me disais tôt ou tard aussi, pour pouvoir donner en fait la même éducation à mes enfants, il faudrait que je m'organise de sorte à pouvoir continuer à être active, mais tout en pouvant être libre de pouvoir m'occuper de ma famille, d'être là pour ma famille, de ne pas avoir de contraintes de congé maternité, de ne pas avoir de contraintes d'horaire de travail, de congé par-ci par-là. Donc je savais très tôt que c'est ce que je voulais faire. Yeah. Voilà, tôt ou tard. Et de nature, je suis pas du genre à trop supporter comment on appelle ça La hiérarchie. Voilà, c'est ça. Je suis un tout petit peu rebelle et je veux faire les choses comme je les sens et j'aime pas être trop sous l'autorité, en tout cas professionnellement. Dans ma vie personnelle, c'est pas forcément le cas, mais professionnellement, j'aime être libre, pouvoir prendre mes propres décisions, En fait, je pense que j'étais peut-être leader dans l'âme peut-être très tôt sans m'en rendre compte. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il t'arrivait à l'école de prendre des responsabilités, d'organiser des groupes, des choses, des événements? Oui, et ça m'a beaucoup aidé. J'ai très tôt été en fait dans tout ce qui est, par exemple, très tôt j'ai été présidente du club d'anglais de mon lycée. Je l'ai été, je pense, pendant 2 ans. Avant ça, même quand j'étais au collège, on me donnait de petites responsabilités parce que dama xawoon waane dooj samay mag rek laa doon àndal. Donc j'étais très waane, très dooj au lycée et tout, et ñoom dañ ma doon responsabiliser di ma gëmloo sama bopp tout le temps, et ils ont joué un très grand rôle dans ça parce qu'ils m'ont permis de me départir de ma timidité. Parce que je pense que ça peut être bizarre quand je le dis. Nit yi duñ ma gëm, mais j'étais une personne extrêmement timide. Timide à l'extrême. Mais en fait, ces histoires de club d'anglais, d'ateliers de théâtre, tout ça, ça m'a permis d'affronter le public, de savoir comment m'exprimer en public déjà à un très jeune âge. Donc quand je suis rentrée dans le monde professionnel, je n'avais pas du tout ce problème. J'étais très à l'aise pour tout ce qui est prise de parole, pour tout ce qui est... Voilà, j'étais très à l'aise tout simplement, quoi. J'ai pu me départir de cette timidité maladive que j'avais. Et c'est ces activités justement au collège et au lycée qui m'ont permis d'affirmer ce petit leadership en moi, en fait. Et je pense que c'est une grande leçon parce qu'il y a énormément de personnes qui, de nature, peuvent être timides, etc. et qui pensent que, bon, sachant que naturellement je suis comme ça, donc ça peut pas changer. Et puis là, d'après ton parcours, ça montre qu'une personne peut travailler sur ça. Voilà, quoi. Sur beaucoup de choses, oui. Et à quel moment est-ce que, voilà, quoi, l'aventure dans l'immobilier a démarré? Donc, l'aventure dans l'immobilier a démarré en 2018. D'accord? Mais avant ça, j'étais une grande passionnée de l'immobilier en général. J'ai toujours eu cette fibre de la personne qui aime décorer, qui aime aménager, qui aime imaginer des maisons dans sa tête, qui aime... J'ai toujours en fait été passionnée par tout ce qui est voilà, dans la rue. En fait, je suis tout le temps là à regarder les immeubles qui poussent, les chantiers, et ça m'a toujours intéressée. Et j'étais une grande fan aussi de Stéphane Plaza. Voilà, je suivais ses émissions pratiquement. C'était mon dada en fait. Su ma wàccee moom lay teg et je regardais ses émissions. Et je pense qu'il a eu une grosse influence aussi sur ma façon de faire. Dañ ma koy tooñee naa man Stéphane Plaza lu ne lay dégg. Donc j'ai toujours aimé, c'était mon émission préférée et tout. Et je me suis toujours dit mais pourquoi pas, j'aimerais bien travailler dans ça un jour. Et c'est arrivé par hasard. Donc, je me rappelle, j'étais en congé maternité. Je pense que j'avais peut-être fait des dépôts, peut-être à l'aveuglette, comme ça, sur des plateformes, je sais même pas trop. Et un jour, on m'a appelé. Donc, une structure de la place m'a appelé pour me proposer un poste
dans ça. Bon, au début, j'étais un peu réticente parce que c'était un poste de commercial, enfin, c'était basique, alors que par le passé, j'avais déjà été cadre et tout. Mais comme c'était une première, j'avais accepté de rétrograder parce que je venais de démarrer, je n'avais aucune expérience dans l'immobilier pour pouvoir en fait m'adapter et pouvoir ensuite peut-être après gravir les échelons. Donc, du coup, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'immobilier. Donc, j'ai pas duré quand même dans les entreprises immobilières. Je pense qu'à tout casser, j'ai pu faire peut-être maximum 2 ans, parce que c'est en 2021 que je me suis lancée à mon propre compte. Voilà, c'est un peu comme ça que je suis rentrée dans l'immobilier. C'est quelque chose que je voulais, mais c'est venu par hasard. Après, voilà. Et puis, bon, je pense quand même qu'il y a une autre leçon derrière, parce que moi, je ne retiens que les leçons, quoi. Je connais aussi une supérieure. Bon, j'ai été dans une entreprise de la place. J'ai travaillé dans une entreprise de la place. Ma supérieure de l'époque avait abandonné le poste où, voilà, quoi, où hiérarchiquement, c'était beaucoup plus haut. Oui. Pour un autre poste, mais dans une grande entreprise avec une perspective d'évolution beaucoup plus grande sur le long terme. Donc, tu as choisi le long terme. C'est ça, c'est ça. Okay. J'ai choisi une reconversion sans m'en rendre compte, en fait. Voilà. C'est ça. Et après le démarrage de l'aventure en solo, comment est-ce que ça s'est la transition vers entreprise, vers ta boîte à toi-même? Alors, comment ça s'est passé? C'est une histoire que peut-être beaucoup ont entendue, mais je ne me lasserai jamais de répéter ça. Pendant de son vivant, mon père, en fait, parce que pour la petite histoire, j'avais commencé l'entrepreneuriat en 2014. D'accord. Avant tout ça, ça n'a pas marché tant que ça. C'était dans la communication, le marketing, l'événementiel. Parce que là, j'étais un peu dans ce monde-là. J'ai essayé de me lancer. J'ai créé une boîte qui s'appelait Forward Corp. Mais j'attendais tellement des financements, des soutiens. J'ai attendu. J'avais pas de moyens. Et j'ai plié bagage. Je suis retournée dans en entreprise. En entreprise. Donc, du coup, c'est un projet mon papa tenait beaucoup à ce projet parce que c'était lui qui m'aidait dans mes démarches. Il m'a aidé à décrocher des audiences avec des ministres. Il m'a cherché un business angel qui m'avait à l'époque un peu financé et tout. Il croyait vraiment en ce projet. Donc, du coup, quand ça n'a pas trop décollé, tu sais, quand tu as l'habitude d'être salarié depuis tes 18 ans, tu es dans l'entrepreneuriat et ça ne marche pas, j'étais perturbée, en fait. Parce que moi, depuis mes 18 ans, j'étais indépendante. J'avais perdu l'habitude de devoir demander un argent de poche ou des choses comme ça. Et je pouvais tout simplement plus tenir, en fait. Donc, je me suis dit, je vais reprendre le travail. Et après, si j'amasse un peu plus de sous, je vais revenir. Mais mon père n'a jamais cessé de croire en ça, en ce projet-là. Donc, pour la petite histoire, un jour, j'étais partie en week-end le voir. Donc, il avait l'habitude de lire son Coran et tout. On était souvent ensemble, soit quand il lisait son Coran et tout ça. Il était en train de lire. Il a sorti dans le Coran une carte de visite, ma carte de visite à l'époque, en 2014. Il a sorti, je lui ai dit, mais papa, toi, tu as toujours cette carte de visite avec toi, 4 ans ou 5 ans après. Il m'a dit oui, toi tu as cessé de croire en ton projet, mais moi j'y crois encore. J'ai mis la carte dans le Coran, comme ça à chaque fois su may jàng alxuraan dina ñaanal barke alxuraan bi dina jàpp peut-être que tu vas te relancer. Wow. Tu comprends? J'ai dit ok, je vais le faire pour toi. Parce que quand même, tout ce que li ngay ñaan yëpp mënul nul, en fait. Je vais le refaire pour toi, mais pour le moment, je me sens pas encore prête. Je viens de rentrer dans l'immobilier. Je pense que j'avais peut-être 1 an d'expérience. Je pense que quand j'aurai 2 ans, 3 ans, voire 4 ans d'expérience, je vais pouvoir me permettre de me lancer. Il m'a dit, mais tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir tant d'expérience. Comment tu t'en sors en entreprise? Si tu appliques la même chose, tu peux le faire pour toi-même. Je lui ai dit, ok, d'accord, mais je croyais pas tant que ça en mes capacités à l'époque. Donc, du coup, quand il est décédé, paix à son âme, le 11 août. Voilà. Donc, quand on a discuté avec la famille, moi, j'ai demandé à hériter de son Coran. Donc, la famille a été d'accord. Donc, j'ai pris son Coran. Je me suis dit, je vais continuer sa lecture. Donc, quand j'ai ouvert,
je me suis rappelé de la carte de visite que j'ai retrouvée comme marque-page. Fimuyamot, c'est ce qu'il utilisait comme marque-page. Et quand j'ai lu ça, c'était le déclic. Je me suis tout de suite rappelé de notre discussion, de tout ce qu'il m'avait dit à l'époque. Et je me suis dit, OK, c'était le déclic. Et donc, c'est comme ça que j'ai démissionné de la boîte où j'étais. Donc, avec mon dernier salaire, j'ai pris une somme. J'ai pris 50 000 pour créer mon logo. J'ai créé ma page et puis je me suis lancée. Okay. C'était un 14 septembre. Okay. Et donc, voilà, j'ai pris, en fait, je suis allée prendre l'ancien Ninea, tout ça, de la première entreprise et j'ai changé pour Baraka Group. Et c'est comme ça que... Et là, c'était dans l'immobilier aussi? Voilà, c'est ça. Je me suis lancée dans l'immobilier, donc j'ai créé Baraka Imo. Et je me suis lancée comme ça, sans moyens, sans rien. Mais je savais juste que j'avais l'expérience, j'avais la passion et j'avais surtout la volonté d'y réussir, d'y arriver, surtout pour mon père. Et c'était devenu un challenge. Et je me suis dit, de toute façon, rien ne va pouvoir m'arrêter. J'avais plus peur, en fait. J'avais plus peur de rien. J'étais sûre que j'allais y arriver. Parce que mon père, je sais comment il était. Xamna bonne façon de julit loon. Te xamna ne mom du ñaan bu yalla di rejeter gëmuma ko. Et j'étais sûre que j'allais y arriver. Il fallait juste que je me lance. Et je me suis lancée et puis voilà. Ça va quoi. Et quand tu dis que oui, tu as démarré et puis voilà quoi, tu as créé ton logo avec 50 000. Donc après, techniquement, on pourrait se dire que tu as démarré avec 50 000. Oui. Et beaucoup de gens, naturellement, quand tu dis oui, quelqu'un qui se lance dans l'immobilier avec 50 000, naturellement, comment est-ce que tu pourrais expliquer aux gens que voilà quoi, que c'est possible, peu importe les moyens, de se lancer dans l'immobilier? Alors, tout est une affaire de mindset, comme j'aime le dire. La première fois, quand je me suis lancée, je pensais qu'il me fallait de gros moyens. Je voulais tout de suite être établie, avoir un bureau, avoir tant, avoir tout, en fait, pour pouvoir démarrer. Cette fois, j'avais compris qu'il ne me fallait pas grand-chose, que juste avec l'expérience, l'expertise et la volonté, je pouvais tout faire. Donc, du coup, je me suis dit, OK, je démarre avec les moyens du bord. J'ai pas besoin d'avoir des choses extraordinaires. J'avais l'expérience. J'avais le carnet d'adresses. Parce que le fait d'avoir travaillé, ne serait-ce qu'1 an, 2 ans, il y a un carnet d'adresses que tu as. La première fois que j'ai été dans l'immobilier, j'étais à la fois au niveau du commercial et au niveau du marketing. Et donc, en fait, on faisait très souvent des études concurrentielles et tout. Donc, en fait, j'avais fini par avoir une connaissance du marché sénégalais, mais dans toute sa globalité, en fait. Parce qu'on allait voir toute la concurrence, tout ce qui se faisait, sur tous les plans. Donc, en fait, je connaissais tellement le marché, finalement, que je me disais, je sais où taper, je sais quoi faire. Donc, du coup, cette fois, c'est ce qui a changé. Les moyens, je les avais pas. Comme j'ai dit, c'était mon dernier salaire que j'ai utilisé. C'était pas trop ça. Mais, pour te dire, avec la magie des réseaux sociaux, tout est possible. Créer une page, la lancer. Si tu as une communauté de personnes qui te suivent et qui t'apprécient et qui te font confiance, c'est eux qui t'amènent les produits, c'est eux qui t'amènent les clients, c'est eux qui t'amènent tout, en fait. Moi, finalement, je ne suis même pas allée tellement chercher, en fait. Il a suffi que je me lance. Et comme les gens savaient que je travaillais dans ça, tout de suite, les gens ont commencé à me recommander. Tout de suite, les gens ont commencé à me proposer des produits. Tout de suite, les gens ont commencé à... En fait, c'est parti tout seul. Je n'ai pas senti que j'ai fait d'énormes efforts, en fait. Tu vois? Et j'ai commencé comme ça. J'ai démarré dans mon salon. J'ai transformé mon salon en bureau. J'ai changé tout le mobilier. J'ai pris ma table à manger. Je l'ai vendue pour mettre un bureau à la place. Et je me suis installée chez moi. Donc, quand je devais travailler, je m'enfermais dans mon bureau et je travaillais. Et le reste du temps, j'étais sur le terrain. Tu sais, l'immobilier, ça se passe sur le terrain, en fait, finalement. Donc, j'ai commencé comme ça jusqu'à avoir de petites rentrées. Et c'est ce qui m'a permis, après, de sentir le besoin d'ouvrir, d'aller, en fait, dans des locaux et d'avoir une assistante. Parce que après, à force d'être sur le terrain, administrativement, c'était un peu difficile parce qu'au début, tu es ton propre community manager, tu es ton propre commercial, tu es ton propre agent de terrain, tu es ton propre juriste, tu fais tes factures, tu fais tout. Je faisais tout toute seule. Donc, à un moment, faire ça et faire le terrain, c'était pas possible. Quand j'étais toute la journée sur le terrain, il y a des choses administrativement que j'avais du mal à faire. Donc, après, j'ai senti le besoin. Dès que j'ai commencé à avoir de petites rentrées, je me suis dit, OK, ce qui s'est passé aussi, je suis allée prendre un bureau
qui était super grand. C'était un appartement de presque 260 mètres carrés, ici au Point, sur la même avenue que là où je suis. C'est l'immeuble juste là où il y a... Voilà, c'est dans le même immeuble. C'est un client qui me l'avait proposé en location. C'était super grand, j'en avais pas besoin. J'étais seule et j'avais même pas encore recruté ma première assistante. Donc j'ai vu l'appartement. J'ai vu dans l'appartement l'occasion d'en faire un business. C'est-à-dire, je me suis dit, l'appartement est grand. J'ai pas besoin de tout l'appartement. Je vais prendre le bail. Je vais en faire un espace coworking. Je vais occuper une partie et tout le reste, en fait, va payer le reste de mes charges. C'est comme ça que j'ai lancé. Donc, Mohamed, il est en train de rire parce qu'il comprend. Il n'y a pas de souci. Et comme ça, je me suis dit, je vais faire dans le coworking. D'accord? Et si tu regardes dans Baraka Holding, il y a un truc qui s'appelle... comment ça s'appelle encore? J'ai même oublié le nom. Voilà. Ni pour elle. Voilà, co-networking. Yeah. Co-networking. OK. Donc, c'était ça, en fait, l'idée. Je me suis dit, je vais prendre l'appartement, je vais sous-louer tout le reste et je vais occuper la partie qui m'intéresse pour des charges moindres. Ce qui s'est passé, j'avais déjà un client qui était intéressé par le bien. J'ai pris le bail à mon nom, je les ai sous-loués. Finalement, il payait tout l'appartement et même ma partie. Et j'avais même 2 petites requêtes à côté. Tu comprends? Donc, les gens se disaient, Miss, comment elle a fait pour quitter son salon et aller directement au Point, un quartier d'affaires où tout est cher? En fait, j'avais eu le mécanisme de faire en sorte que toutes mes charges soient supportées par un business. Yeah. Et ça a été comme ça jusqu'à ce que je sois à l'étroit, même dans ce truc-là. Yeah. J'ai dû sortir et laisser ça à mes sous-locataires et prendre là où je suis aujourd'hui parce qu'entre-temps, j'ai eu une équipe. Des gens sont venus me rejoindre et tout. On était à l'étroit là-bas. Et ils avaient eux aussi besoin d'espace. Donc, juste pour te dire que des fois, les gens pensent qu'il te faut de gros moyens. Alors que des fois, il te faut de petites idées, de petites façons de faire pour t'en sortir la finalement créativité. Pour rien. C'est comme ça que j'ai voulu me lancer dans le co-networking et tout. Et c'était ça. Donc, c'était un espace qui était sous-loué. Ils prenaient en charge pratiquement mes propres charges. OK. Et puis, tu es toujours dans ce business de... Non. Par contre, j'ai pas continué parce que, en fait, ça demandait beaucoup de moyens. J'avais eu la chance d'avoir des gens qui étaient intéressés par le bien, sans les meubles, sans tout ça. Ils sont venus avec leurs propres meubles. Mais par exemple, je sais que pour installer ça réellement, il faut quand même mettre de l'argent et tout. Carrément. Voilà. Et surtout, il fallait mettre une personne dédiée à ça parce que c'est pour que je puisse continuer mon cœur de métier et tout. C'est quelque chose que je n'exclus pas de reprendre. Mais pour le moment, je suis très focus sur ce qui apporte réellement beaucoup. Ça, c'était juste une occasion et tout. Quand j'aurai d'autres occasions, je vais le relancer. Et puis, je sais que voilà, le besoin est là, la demande est là. C'est quelque chose que je peux faire à tout moment. OK. Et puis voilà. Alors, dans l'immobilier, il y a énormément de possibilités, voilà quoi, de services à proposer, etc. Quel a été le premier service que tu proposais dans l'immobilier? Alors, dans l'immobilier, j'ai tout de suite fait le B.A.B.A., c'est-à-dire tout ce qui est gestion locative et vente de terrains, d'appartements. En gros, c'était ces 3 activités. Ce qui a par contre marché tout de suite, c'est la vente de terrain. Parce que la vente d'appartements, ça peut prendre du temps parce que c'est souvent des biens assez élevés, ça peut prendre du temps. Mais ce qui a tout de suite marché, c'est la vente de terrain. Des terrains apportés des clients, des terrains qui coûtent pas plus de 10 millions, par exemple, 6, 7 millions, des choses comme ça. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'idée de travailler sur des sortes de tontines moratoires qui permettaient aux gens de pouvoir payer des terrains à moindre coût à partir de 250 000, des choses comme ça, sur 24 mois ou des choses comme ça. Et voilà, en fait, c'est un principe d'achat en gros pour une vente en détail. Et je sais que, par exemple, c'est pas facile pour quelqu'un de sortir tout de suite 5, 6 millions, 8, 10 millions pour acheter un terrain. Mais quand tu proposes des facilités sur 12 mois, 24 mois, où les gens payent 100 000, 200 000, 300 000, ça devient plus simple. Et ça aussi, ça m'a permis aussi de pouvoir vraiment aussi me lancer. C'est ce qui a marché, en tout cas, en premier.
Après, la gestion locative, je l'ai fait à petite échelle. La vente d'appartements aussi à petite échelle. Mais tu vois, c'est des coûts que tu peux faire une fois en passant. C'est pas tout le temps. Mais la vente de terrain, surtout avec le modèle économique que j'ai épousé, en fait, tu peux le faire facilement, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est en ça que je me suis concentrée aussi. Et je pense que tu as toujours ce genre d'offre-là. Oui, toujours. J'ai consulté un peu ton catalogue. Voilà, et puis, oui. On fait toujours ça. On le fait toujours dans différentes zones. On le faisait beaucoup dans Dakar. Maintenant, on a commencé à sortir hors de Dakar, un peu dans Mbour et tout. Donc voilà. On le fait encore. On fait régulièrement des campagnes. Mais l'objectif que j'avais dès le début, mon rêve, en fait, dans l'immobilier, c'était de faire de la location-vente. C'était ça, en fait, mon rêve et mon objectif. Et alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, on a réussi à le faire. Là, actuellement, on a 2 projets qui sont en location-vente, des appartements. Et on a l'intention de le faire aussi pour des villas. En fait, par exemple, pour tous les projets où on a fait des campagnes de vente de terrain par moratoire, on a prévu de construire pour toutes ces personnes et de faire des mini-cités qu'on a appelé Baraka Cities. Parce que comme on a déjà acheté des terrains ensemble, ils sont en train de payer. Ils ont fini de payer pour la plupart. Ils ont leur titre de propriété. Après, on va proposer au même groupe, admettons si on est 24 ou on est 50 ou plus, on va proposer au même groupe de faire en fait des villas. Pourquoi pas? Avec des tontines et avec des modes de paiement réduits. Voilà. Et puis, on continue en fait dans notre mode de coopératif et on appelle ça chez nous l'immobilier solidaire. Et j'ai bien aimé ce concept-là parce que j'ai regardé une de tes vidéos sur une chaîne de la place où tu donnais en fait des solutions et des solutions en fait que l'État peut utiliser. Absolument. Pour vraiment permettre au maximum de citoyens d'avoir d'être propriétaires. Est-ce que tu peux revenir sur ça parce que j'ai vraiment aimé les idées que tu as partagées. En fait, je disais, je me rappelle de l'émission dont tu parles. Je disais en fait qu'il fallait, par exemple, tout simplement que l'État prenne des mesures fortes comme, par exemple, imposer, on peut appeler ça imposer, des quotas. Dans chaque projet immobilier, qu'on propose un quota d'appartements qui sont vendus en location-vente. C'est-à-dire la personne peut être locataire, mais au bout d'un certain temps, que la personne puisse être propriétaire et que le client puisse avoir l'option d'acheter son appartement. Au lieu juste de faire un immeuble où tout est loué ou des immeubles où tout est vendu, faire des appartements, en fait, faire le juste milieu. Et c'est pas un quota extraordinaire, ça peut être juste quelques appartements sur un projet. Admettons, si je prends, c'est-à-dire il y a un projet qui a 18 appartements. S'il y en a au moins 5 qui sont proposés en location-vente, au moins on permet à 5 clients qui, sans cette option, n'auraient pas pu être propriétaires parce que peut-être ils n'ont pas la possibilité de passer par une banque ou peut-être ils sont pas des salariés avec des bulletins de salaire, par exemple, c'est des entrepreneurs. C'est des auto-employeurs. Sur nos classes, bien. Voilà. Après, voilà. Ils ont la possibilité de payer des mensualités, ils payent leur location, au moins qu'on leur permette au bout d'un certain temps de pouvoir être propriétaire de l'appartement. Et ça, le bailleur, c'est juste une partie de tout ton financement, enfin de tout ton investissement que tu permets aux gens de payer comme ça. C'est pas tout. Et c'est pas comme si le client ne te payait pas, il te paye normalement, mais c'est juste qu'il a la possibilité d'être propriétaire au bout d'un certain temps. Et c'est mieux que de laisser les propriétaires être propriétaires ad vitam aeternam, de tout le temps monter les loyers et de laisser en fait d'autres locataires être aussi locataires ad vitam aeternam, de payer comme ça dans le vide. Parce que c'est difficile d'être locataire et de vouloir en même temps épargner pour avoir un apport ou pouvoir prendre un dossier bancaire, etc. Parce que en fait, le loyer, c'est la plus grande dépense d'un foyer. Si tu sors ton loyer, en fait, pratiquement, il te reste que de quoi vivre. Carrément. Donc, tu n'as pas de quoi épargner, tu n'as pas de quoi mettre de l'argent de côté. Tu peux pas supporter une autre quotité, par exemple, avec la banque pour pouvoir être propriétaire. Donc, du coup, le fait d'être locataire sans issue te pousse, en fait, à l'être toute ta vie. Parce qu'à quel moment tu vas pouvoir avoir de quoi garder pour pouvoir un jour être propriétaire. Et je trouve ça un peu injuste. Carrément. En fait, rien qu'avant-hier, je pense que c'était avant-hier, j'étais en discussion avec un ami parce on habite le même quartier, quoi. Bon, quand je dis le même quartier, lui, il habite là-bas, il a son bureau et nous, on a notre agence dans ce quartier-là. Et on était en train de faire un calcul, quoi.
Lui, il a fait 3 ans. Nous, on va bientôt faire 2 ans. Mais je lui dis, toi, tu as fait 3 ans. Mais dis donc, tu sais que tu as fait... Plusieurs dizaines de millions. Tu as fait, oui. Mais... On s'en rend pas compte. Je lui ai dit... Non, mais c'est incroyable. Je lui ai dit le montant qu'il a mis dans son appartement. Non, ça rend fou. Et puis, il est revenu hier. Il me dit, mais regarde, c'est pas possible. Voilà, la dernière fois, le chiffre, il est toujours en train de résonner sur ma tête. Non, mais c'est extraordinaire. Et c'est le cas de tous les locataires, en fait. Tu imagines quelqu'un qui habite dans un bien depuis 10 ans. Mais waouh. Depuis 10 ans. Avec les hausses qui viennent, avec tout ça là. Yeah. Et tu n'espères pas être propriétaire. Carrément. Imagine, et pendant ce temps, l'investisseur qui défend l'immeuble, c'est sûr que peut-être au bout de 10 ans, il a forcément rentabilisé son bien. Carrément. Qu'est-ce que ça lui coûte d'en vendre? Ça lui coûte rien d'en vendre quelque, en fait. On ne te demande pas de tout vendre. Il y a des gens qui font des projets pour vendre exclusivement. Il y a des gens qui font des projets pour louer exclusivement. Mais un mix des deux, c'est bien possible. Ça permet à certains de pouvoir donner la chance à... Voilà, à certains de pouvoir être propriétaires. Parce que sinon, ça devient compliqué. On ne peut pas laisser en fait, le marché être trop libéral, que les gens fassent un peu ce qu'ils veulent. C'est pas... Oui, en fait, après, ça devient du capitalisme. Pour moi, on devrait pouvoir travailler sur notre propre modèle, un modèle qui ressemble à nos valeurs, qui ressemble à notre culture. Voilà, solidarité, partage. Il faut être solidaire. Je pense que c'est vrai qu'on est dans un pays laïque, on n'est pas dans un pays musulman et tout, c'est vrai, mais en fait, le principe même, on est dans un pays à majorité musulman et même dans les autres religions, en fait, on a les mêmes valeurs en termes de... Pour moi, ceux qui ont les moyens devraient penser à ceux qui n'en ont pas, en tout. On ne demande pas, c'est vrai qu'ils ne font pas des projets pour Dafalial, ils ont mis de l'argent pour avoir un retour sur investissement, je suis d'accord, mais à un moment, il faut une certaine générosité. C'est une question de générosité volontaire. Nous, les 2 projets qu'on a en location-vente, on aurait pu ne pas se prendre la tête à le faire et essayer de les vendre au comptant. On récupère notre argent plus rapidement que d'essayer d'étaler ça sur 5 ans ou sur 7 ans. Mais en fait, c'est une volonté. On a toujours voulu le faire, on s'est battu, on a trouvé les voies et moyens pour pouvoir le faire. Parce qu'on sait que ça va permettre à beaucoup de personnes au Sénégal ou des personnes de la diaspora de pouvoir acquérir quelque chose. Voilà. C'est le cas pour les terrains. C'est facile de vendre un terrain à 5, 6, 7 millions, 10 millions, 20 millions, mais c'est pas tout le monde. Et en créant ce genre de mécanisme, en fait, tu ouvres le marché et tu permets à d'autres personnes qui, sans ça, peut-être n'auraient jamais pu être propriétaires. Parce que c'est pas beaucoup. Mais il y a des gens qui peuvent se sacrifier pour mettre tous les mois quelque chose pour pouvoir être propriétaire. Carrément. Voilà. Il y a aussi un autre souci, quoi. C'est par rapport au terrain. Moi, j'entends trop de contentieux. Tu entends tellement de contentieux, même que c'est-à-dire, tu peux avoir ton liquide, mais tu doutes tu as peur de te lancer. Parce que après, tu vois une personne qui vient te dire, moi, j'ai mes papiers en bonne et due forme. Parfois, tu vois sur les réseaux sociaux, une personne vient se plaindre et une personne qui se dit, moi, j'ai mes papiers en bonne et due forme, mais il y a, voilà, quelqu'un de beaucoup plus réseauté que moi, de beaucoup plus puissant derrière, qui est venu et qui commence à construire. Tu dis, voilà, quoi, tu peux rien dire parce que, voilà, quoi, la personne a beaucoup plus de relations que toi. Et puis, mais comment faire pour, bon, le risque zéro n'existe pas, mais au moins, comment faire pour réduire ce risque-là? Bon, pour ça, comme on dit, en fait, les terrains, il y a plusieurs types de propriétés. Souvent, tout ce qui est TF, bail, il y a moins de risques, il y a moins de problèmes. Parce que c'est souvent des terrains qui sont immatriculés et qui sont, en fait, il y a une traçabilité. Normalement, tu peux les acheter chez un notaire qui est un agent, en fait, accrédité pour ça, qui s'y connaît et qui peut faire toutes les vérifications. Et c'est des parcelles qu'on peut vérifier souvent aux impôts et domaines, avoir un état de droit réel, savoir s'il y a des charges, s'il y a quoi que ce soit. Tu peux avoir l'identité de la parcelle. Et souvent, sur ce genre pour ce type de propriété, il y a très rarement des problèmes. Alors, là où il y a des problèmes généralement, c'est pour ce qu'on appelle souvent les délibérations ou actes administratifs. C'est souvent là qu'il y a des complications. Et souvent, la complication était liée au fait que c'était juste les maires
à une époque qui signaient. À une époque, c'était juste les maires qui pouvaient signer les actes. C'était de leur domaine à eux seuls. Et donc, comme les maires, des fois, c'est là qu'il y avait des erreurs. On pouvait mettre un terrain au nom de quelqu'un, puis l'attribuer à quelqu'un d'autre. Et puis, il n'y avait pas ce même système que, par exemple, pour aller vérifier aux impôts et domaines, des choses comme ça, parce que c'était du ressort de la mairie uniquement. Mais maintenant, avec l'acte de la décentralisation, il y a aussi le fait que l'acte doit être signé par le sous-préfet, il faut l'approbation du sous-préfet et c'est ça qui te permet d'avoir l'autorité étatique qui entre en jeu au lieu juste de l'autorité municipale. Donc l'État étant une continuité, même si le maire change ou il y a quelque chose, en fait tu es répertorié dans un système au fait qui te permet après de faire évoluer ta parcelle et donc il y a un moyen de vérifier plus poussé qu'avant. Avant, on laissait juste au maire avoir le ressort d'un peu tout. Et maintenant, il y a toujours un deuxième cachet qui vient, qui permet de filtrer et d'éviter beaucoup d'erreurs. Maintenant, autre chose aussi, il y a une chose que beaucoup ne comprennent pas, c'est que quand on t'attribue une parcelle, une délibération par exemple, ou même un bail, on te le donne et on te demande d'utiliser le bien. On te dit normalement que tu dois pas vendre, on te donne le terrain pour que tu puisses habiter ou avoir une activité agricole. Si tu n'exploites pas normalement ce terrain au bout d'un certain temps, normalement les autorités qui t'avaient attribué la parcelle ont le droit de te reprendre la parcelle pour l'attribuer à quelqu'un d'autre qui va l'exploiter. Parce qu'il y a des gens aussi qui aimaient beaucoup acheter des terrains et les garder comme ça pour un plus-value avec le temps, sans rien faire, pour un plus-value ensuite pour revendre. Et souvent, en fait, ils oublient cette notion. Ce qui fait que on pouvait t'attribuer une parcelle à toi, tu n'as rien fait de la parcelle, tu ne l'as pas valorisée. Et normalement, l'État, enfin pas l'État, peut-être la mairie avait le droit de reprendre la parcelle. Ils vont sur place constater que tu n'as rien fait. Ils peuvent prendre la parcelle et réaffecter ça à quelqu'un d'autre. C'était pour éviter aussi que les gens prennent des terres, demandent des terres, qu'on leur attribue ça et qu'après ils ne fassent rien. Ils laissent ça un certain temps pour que ça prenne de la valeur, après pour venir morceler et vendre. Parce que quand on te donne certains avantages, c'est pour que tu puisses en fait valoriser le bien. Carrément. Voilà. Donc il y a ces aspects qui viennent et tout ça, mais comme je dis, connecte à ce métier. Quand tu veux acheter, va voir des personnes qui ont pignon sur rue et qui maîtrisent leur travail, qui pourront t'orienter et te guider pour t'éviter beaucoup de problèmes. Beaucoup de personnes ont eu des problèmes comme ça parce ils ont voulu gérer par eux-mêmes. Et souvent, par exemple, ça arrive beaucoup à des clients de la diaspora. Ils sont pas là, ils veulent acheter des terrains, ils ne savent pas. Des fois, c'est même leurs proches qui ñoo leen di nax, des choses comme ça, parce qu'ils ne savent pas où aller vérifier, ils savent pas les choses terre à terre qu'il faut savoir en fait pour acheter un terrain. Ils ne savent pas. Des fois, ils se font arnaquer et tout. Mais je pense que quand tu passes par une agence professionnelle, ils savent quoi faire, ils savent comment vérifier, ils savent comment, en tout cas, vérifier les parcelles pour éviter des doublons et des problèmes. Souvent, on n'a pas trop de problèmes. Mais des fois, tu vois des gens, c'est pas leur métier, ils veulent tout faire par eux-mêmes et des fois, ils peuvent se planter. tromper. Voilà. Carrément. Et donc, ce que tu conseilles à quelqu'un de la diaspora qui n'a pas forcément la possibilité de venir sur place, c'est de passer par des professionnels, par une agence, etc. Passer par des professionnels de confiance, des gens qui maîtrisent et qui sont sur place, qui peuvent vous aider à acheter sans problème et éviter qu'il y ait des soucis par la suite. C'est comme quelqu'un qui veut faire un bâtiment et qui veut pas prendre un architecte, qui veut pas faire de payer quelqu'un qui va te faire la structure béton armé. En fait, il y a des gens, c'est leur métier. Tu peux pas venir tout faire, tout seul. Il y a des choses, en fait, il y a des procédures, tout est régi par quelque chose, en fait. Il faut passer par ça, il faut passer par ça. Tu peux pas venir un jour, tu prends ton terrain, faire un R+ nangam, sans qu'il y ait de bureau de contrôle, sans qu'il y ait de corps de contrôle, tu fais un peu ce que tu veux. Parce que tu veux économiser, tu veux pas payer un architecte, tu veux pas payer un ingénieur, tu veux pas, mais donc c'est un peu la même chose avec les agences. C'est notre métier de pouvoir vérifier, c'est notre métier de pouvoir aller sur place, c'est notre métier de pouvoir vérifier s'il n'y a aucun problème. Donc si tu ne passes pas par nous, tu vas acheter tout seul, tu ne pourras peut-être pas être aussi averti. Et ça peut amener des problèmes. Carrément. Et je vois aussi une nouvelle tendance. C'est quoi? C'est de construire des immeubles et de proposer des appartements. Un jour, j'étais avec quelqu'un,
il me demande, la personne me demande, bon, on se venait de se croiser, quoi. Ah, mais fille, la cité là, elle est belle, etc. C'est des appartements à combien? Bon, je lui dis, bon, par exemple, cette cité-là, c'est des appartements à 90 millions, d'autres, c'est à plus de 100 000. Mais comment est-ce qu'on peut mettre 100 millions dans un appartement? C'est effectivement ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce genre de personne-là? À cette personne-là qui ne comprend peut-être pas, voilà, comment est-ce qu'on peut choisir d'investir dans un appartement au lieu d'investir je comprends. dans une villa. En fait, il faut comprendre que une ville évolue. OK? Et quand les villes évoluent, il faut que les mentalités des habitants de cette ville aussi évoluent. Carrément. Alors, ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est ce qui se passe dans toutes les grandes villes. Tu as dit New York, tu peux pas y aller et prétendre à autre chose. Jamais. D'accord? Paris, Île-de-France, tu peux pas y aller et prétendre à avoir une maison de campagne. Parce que c'est de grandes villes. Donc, Dakar aussi est une grande ville qui est très petite en termes de superficie et qui est super habitée en termes de population. Donc, Dakar ne peut plus évoluer de manière verticale. Dakar ne peut évoluer que de manière horizontale. Et comme tout le monde veut habiter à Dakar, on n'a pas d'autre choix que de faire des immeubles, raser une villa de 300 mètres carrés ou de 500 mètres carrés pour faire un immeuble sur plusieurs niveaux où les gens vont pouvoir avoir plusieurs appartements de 150, 200 mètres carrés et habiter en appartement. Parce que tout simplement, dans cette zone où tu vas trouver cet appartement qui coûte 90 millions, tu ne pourras pas trouver un terrain à moins de ça. C'est clair. C'est la raison simple. Là-bas, dans cette zone, pour que tu puisses trouver un terrain, ça sera difficile, ça sera rare et ça sera cher. Donc, les gens, ils ont compris qu'il faut faire un compromis. Si tu veux habiter dans Dakar, il faut que tu achètes un appartement. De la même manière qu'avant, il était plus simple d'habiter dans des villas, il y avait très peu d'appartements. C'est de cette même manière que la chose a tellement évolué que maintenant, les gens habitent dans des appartements. Et au lieu d'habiter dans un appartement, de le payer dans le vide, autant l'acheter. C'est simple, en fait. C'est juste une question de développement. Et il faut que les mentalités évoluent. Parce que je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent acheter des appartements. Ils ont toujours leur famille, les parents, qui te disent « Comment tu peux acheter un appartement à tant de millions ?» C'est parce que les parents, ils sont bloqués à l'époque où eux, ils pouvaient avoir des villas dans les quartiers comme Sicap, HLM, tout ça, pour rien du tout. Mais nous, les jeunes de maintenant, on n'a plus cette opportunité. En tant que jeune, toi, quand tu cherches, toi, tu connais les réalités du marché. Mais tes parents peuvent ne pas connaître. Donc, ils peuvent te freiner. Te dire, non, moi, je ne pourrais jamais mettre tant d'argent dans un appartement. En fait, tu n'as juste pas le choix. C'est soit tu as les moyens d'acheter une villa. Là, ici, au point, si tu vas acheter une villa, tu vas payer au moins 500 millions. Carrément. 500 millions, parce que le prix du mètre carré, c'est entre 1 million, 1,5 million le mètre carré. Et tu en trouveras très peu. Ici, au point, toutes les villas que tu vas trouver, en fait, c'est des promoteurs qui vont venir leur proposer des partenariats pour faire des immeubles. Parce que Corée est devenu un quartier d'affaires. Toutes les rares petites villas que tu vois là, ils ont tous été approchés à un moment par des promoteurs pour en faire des immeubles. Carrément. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire pour avoir une certaine rentabilité. Maintenant, des gens vont te dire, oui, j'ai peur d'acheter un appartement. Qu'est-ce qui se passe si l'immeuble a un problème? Qu'est-ce qui se passe avec le voisinage, tout ça? Avec le titre foncier, c'est comment est-ce qu'on se le partage? Voilà, non, ça, c'est pas compliqué. Tu sais, avec le titre foncier, c'est simple. Quand tu fais un projet, il y a ce qu'on appelle une division par lot qui se fait par un notaire et un géomètre. Et c'est eux qui travaillent ensemble dessus pour faire une division des parties qui concerne. Et après, on fait des extractions du TF. Si c'est un TF, on fait une extraction pour sortir un sous-TF. On peut l'appeler comme ça. Un TF qui sort d'un TF global. C'est comme quand tu achètes un terrain qui est déjà un TF, par exemple, et tu as fait des parcelles. Après chaque parcelle, en fait, une extraction du truc. D'accord. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est pas ça le problème. C'est parce que tu peux acheter un appartement qui a son propre TF individuel, que tu peux même mettre en garantie en banque. C'est un bien comme les autres. Même une place de parking dans un projet peut avoir son TF. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Dès qu'on a fait, en tout cas, une extraction du haut, on en sort, en fait, un autre TF individuel du TF global. Ça, c'est pas un problème. Mais souvent, les gens, ils se demandent s'il y a un problème avec l'immeuble. Par exemple, s'il y a des fissures, s'il y a des travaux, s'il y a des nangam. Il faut savoir qu'un projet immobilier, les projets immobiliers qui se font maintenant et qui font des R+5, R+6, R+7 là, tous ces projets, il y a forcément un bureau de contrôle derrière. Il y a forcément une structure béton armé qui est bien contrôlée. Et ces immeubles même ont des garanties décennales sur au moins 10 ans. C'est-à-dire,
la qualité de la construction, elle est normalement garantie. Parce que même le notaire, avant de faire valider les ventes, demande un certificat de conformité, comme pour les terrains, pour voir est-ce que ce que tu avais, quand tu démarrais ton projet, ce que tu avais vendu au client, est-ce que c'est ce que le client a eu à la fin? Est-ce que les normes ont été respectées? Est-ce que les normes de sécurité, la sécurité incendie, tout ça, tout ce qui était prévu au début, est-ce que tu as tout respecté avant que la vente puisse se boucler chez le notaire? Donc, ça veut dire que les immeubles là, combien d'immeubles tu as vu, même des immeubles très anciens qui sont encore viables? Quand c'est bien construit, c'est viable. Et quand c'est bien entretenu, c'est encore plus viable. Le plus important, le challenge actuellement avec les appartements, c'est les mentalités. Il faut que les gens s'adaptent à ce qu'on appelle maintenant la copropriété. Quand tu vis dans un immeuble, sache que tu n'es pas le seul à vivre dans l'immeuble et il faut que tu fasses attention. Il faut que les promoteurs aussi aident dans tout ce qui est syndic, gestion des parties communes. Parce que les gens ont trop l'habitude de s'occuper juste de leur espace et le reste, ils s'en occupent pas. Tu vois? Il faut donc qu'il y ait un accompagnement. Voilà pourquoi maintenant, tous les promoteurs, quand ils te font un immeuble, ils te proposent, déjà, il y a la garantie décennale. Sur 10 ans, tu es sûr d'avoir une garantie de la structure et tout ça. Même dans les brochures des brochures commerciales, ils vont te mettre carrément quel est l'architecte, quel est qui a fait le plan béton armé, qui est l'entreprise qui s'occupe du contrôle qualité. Tout ça, en fait, ils te le mettent. Même souvent, il y en a qui vont te mettre même le notaire pour te donner des assurances pour que tu comprennes que c'est un projet qui va être viable et tout. Et après, souvent, le promoteur s'occupe du syndic ou en tout cas les copropriétaires se réunissent normalement toutes les années en assemblée générale pour gérer leur immeuble. Comment gérer l'immeuble, les parties communes, l'électricité, le nettoyage et tout. Et chacun s'occupe de ces trucs. Voilà. Et ça fait partie maintenant des charges que par exemple, un client, même un locataire va supporter. Tu vas supporter des frais de syndic ou tu vas supporter en tout cas des frais de charges communes pour que l'immeuble puisse être viable. Parce que chacun va s'occuper de son intérieur, mais pour que le reste soit géré, il faut ça. Et maintenant, de plus en plus, les Sénégalais ont compris ça. Parce que ils ont voyagé, ils ont vécu dans des pays où c'est comme ça que ça se passe. Quand ils reviennent, ils comprennent cette mentalité. C'est ceux qui n'ont peut-être pas trop bougé ici, qui ne comprennent pas ça, mais les mentalités vont forcément évoluer. Carrément. Ça, je m'inquiète pas trop. Mais on n'a pas trop le choix, en fait. Carrément. On va un peu brosser le prix du loyer parce que ça, c'est important pour pas mal de gens. Il y a eu deux mesures. Il y a eu deux mesures. Une première, je pense, c'était en 2014 où il y avait, réduction 29%, machin, etc. Il y a eu une autre mesure, réduction récemment, réduction de 15%. Après, on se rend compte même que le cas s'aggrave parce que qu'est-ce que les proprios font? Voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui libère, ils remontent les prix et ils mettent des prix encore beaucoup plus chers que ce qu'il y avait avant. Donc, selon toi, quelles sont les mesures que l'État ou bien, qui pourraient être prises, etc. Bon, même les promoteurs, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour vraiment essayer de maîtriser le prix du loyer? Alors, ce qui peut être fait, moi, en tout cas de mon point de vue, comme j'ai toujours pensé, la chose la plus simple, c'était de faire en sorte qu'il y ait moins de locataires. Parce qu'en fait, souvent, c'est une affaire comme tu as expliqué tout à l'heure, de marché, de demande et d'offre. C'est souvent ce qui fait qu'il y a une spéculation qui font flamber les prix. Mais je pense que si beaucoup de gens étaient plus propriétaires, le problème se poserait moins. Et ce qui peut permettre à beaucoup de gens d'être propriétaires, c'est qu'il y ait, en fait, c'est-à-dire, il faut des mesures vraiment. C'est pas de petites mesures comme ça, comme diminuer le loyer. En fait, c'est juste après mettre de l'huile dans le feu entre les propriétaires et les locataires. En fait, finalement, après, l'État est là, les laisse se débrouiller. Pour moi, il faut qu'il y ait de grandes mesures qui vont permettre aux gens de ne plus sentir ce besoin frénétique d'être locataire dans Dakar. Et ça, par exemple, ce qui est possible de faire, c'est tout simplement de créer de nouvelles villes
carrément. Ça, c'est de grandes mesures, mais c'est des choses qui sont possibles. Parce que quand les gens font tout pour rester dans Dakar, c'est peut-être parce que tout est concentré à Dakar. Les bonnes écoles sont à Dakar, les services sont à Dakar. En fait, tout est concentré à Dakar, qui est la capitale économique, administrative et tout en même temps. Tous les grands pays, en tout cas en Afrique que je connais, ils ont le Nigeria à Lagos et à Abuja. Il faut pas qu'il y ait une seule grande ville, en fait. Moi, je l'ai toujours dit, ce qui se passe aujourd'hui à Diamniadio, la vision qu'il y avait à Diamniadio, moi, je l'aurais vu hors de Diamniadio, hors de Dakar, carrément, c'est-à-dire, par exemple, au centre même du pays, qui est une capitale administrative, que tout ne soit pas concentré à Dakar, tout simplement. Parce que tu sais, Dakar, ni fait de ken de kofi, comme on dit, Dakar, ken de kofi. À part suñu mbokk lébu yi wala genre yooyu noonu lañ fekk, mais la plupart c'est des gens qui viennent de la région, qui sont venus ici pour travailler ou etc. et qui ont finalement fait de la famille ici et qui sont restés. Mais toutes ces personnes, si ces personnes avaient la possibilité d'avoir dans leurs régions respectives des villes où il y avait tout, je veux dire des activités des activités, des infrastructures, de bonnes écoles, de bons hôpitaux, du travail, tout ce qu'il faut. En fait, ils n'auraient pas senti le besoin de venir sur Dakar et de vouloir être coûte que coûte sur Dakar. Dakar aurait été désengorgé, la demande aurait été affaiblie et du coup, il y aurait moins de spéculation pour qu'on n'en arrive pas là. Donc moi, ce que j'aurais préconisé comme solution, comme mesure, vraiment, et ça, il n'y a que l'État qui peut le faire, c'est de faire en sorte que la tendance soit renversée. Il ne faut pas qu'il y ait trop de locataires. Il faut qu'on essaie de faire en sorte que les gens soient le plus propriétaires dans leurs régions respectives. T'as dit, pour la plupart d'entre nous, si tu prenais sur 10 Sénégalais, si tu demandes quelle est ta région d'origine, tu vas Dakar. Ils vont te dire, moi, je vais te dire Tamba, quelqu'un va te dire Ziguinchor, etc. Ces gens auraient pu essayer d'être propriétaires dans leur régions respectives s'il y avait en fait tout ce qu'il fallait là-bas, ou si au moins il y avait une capitale autre que Dakar, ou en fait un autre système économique se crée qui font que voilà, les gens vont un peu laisser Dakar pour essayer de désengorger Dakar et aller vers ces zones-là. Moi je suis pour une capitale en fait administrative au cœur du Sénégal. Voilà. Et comme ça, voilà, et qu'il y ait des infrastructures, surtout par rapport à la mobilité, qui font que les gens peuvent quitter facilement une région et aller à une autre région par le train. Ça peut être par le bateau, ça peut être par l'avion. Pourquoi pas qu'il y ait des aéroports dans presque toutes les régions, en tout cas aux 4 coins du Sénégal, et que notre compagnie nationale puisse desservir des navettes régulières, ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre l'avion. Pourquoi pas ce terre-là qu'on a fait de Dakar à Diamniadio ou de Dakar à EBD? Pourquoi on n'a pas remis sur place le chemin de fer, en fait, qui allait jusqu'à Tamba? Pourquoi pas? Pourquoi on n'a pas préféré prioriser ça et on a tout laissé concentrer à Dakar, en fait? Ça, cette vision limitée à Dakar, moi, je pense que c'est ça le problème. Il fallait créer de grosses, en fait, mettre de gros moyens pour vraiment désengorger Dakar et que ça ne se limite pas à Diamniadio, Thiès, tout ça, et que ça parte carrément au centre du pays, qui est un chemin de fer, un train qui se respecte, qui puisse aller dans toutes les régions du Sénégal, que quelqu'un puisse quitter à 7 heures telle région pour aller rallier une autre région. C'est comme ça que ça se passe dans tous les grands pays, en fait. Pourquoi nous, on n'essaie pas d'aller vers ça? Pourquoi nous, on n'essaie pas d'être aussi visionnaires? On préfère mettre plusieurs milliards dans un terre qui va se limiter à Diamniadio que de mettre des milliards dans un système ferroviaire qui va, en fait, servir tout le pays. Ça, c'est clair. Donc voilà, il faut que, en fait, Dakar soit... Dakar peut rester une capitale économique parce qu'il y a la façade maritime, il y a le port et tout ça. Mais je pense qu'il faut élargir la vision. Vraiment élargir la vision, sortir les choses. Parce que le Sénégal, c'est 196 000 et quelques mètres carrés. Pourquoi on veut tout faire sur Dakar? Ça, c'est clair. C'est pas possible. Et Dakar est la région la plus petite en termes de superficie. On veut tout concentrer là-bas. Ce n'est même pas bien pour l'équité territoriale, en fait, à mon avis. Donc pour moi, c'est ces grandes mesures que je préconise. Faut pas qu'on essaie de trouver des solutions terre à terre qui finalement ne sont pas des solutions unanes. Jangoro bu yok feebar lay doon finalement. Ça amène d'autres problèmes. Ça crée pas de solution, en fait, à mon avis. Une remarque. Le nom de l'agence, Baraka Imo, économie solidaire et tout ça. Donc, on sent un peu
On sent un peu de spiritualité dans l'activité, en fait. D'où est-ce que cette spiritualité-là vient? En fait, comme on dit souvent, les gens mettent mettent en place des choses qui leur ressemblent ou qui ressemblent à leur idéal. Yeah. Moi, j'ai un idéal spirituellement et tout. Et je suis très spirituelle. Et la spiritualité est très importante dans ma vie, comme je dis tout le temps. Cette fois, quand j'ai créé mon entreprise, mon business plan, c'était Dieu et ma vision. J'ai pas fait de business plan, nanana, je veux aussi compte par-ci, demande par-là. Je me suis dit, j'ai une vision, je sais ce que je veux faire. Et le reste, je mets comme business plan Allah. Et en fait, c'est ce lien que j'ai avec Allah se retrouve dans tout ce que je fais. C'est-à-dire, quand je dois... Je suis en train de regarder quelqu'un. Actuellement, il est super, il est trop content, il est aux anges. Ah ouais? Il a encore touché, quoi. Voilà. Donc, en fait, je me dis, dans tout ce que je fais, il faut toujours quelque chose qui te rappelle quelque chose. Pourquoi moi, dans mon nom, j'ai pas laissé Khadija, j'ai mis Mohamed, j'ai mis Khadija Mohamed. À chaque fois que je vois Khadija Mohamed, ou je vois Adja, je me rappelle que moi, j'ai un idéal, j'ai un, comment il s'appelle, j'ai un modèle, et c'est le prophète. Et il faut tout le temps que à chaque chose de ma vie, que je pense sunna et comment lui, il aurait agi. Et qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette période. Et c'est un constant rappel, en fait, de ce que je veux être. Et ça me canalise. Quand je dois faire quelque chose ou quand je dois lire quelque chose sur les réseaux sociaux ou dire quelque chose, je fais attention à mon nom. Je me dis, attends, ce nom-là a une connotation qui ne me permet pas de dire n'importe quoi ou de faire n'importe quoi ou de partager n'importe quoi ou de parler n'importe comment. C'est un constant rappel, en fait. Donc, quand j'ai créé Baraka aussi, c'était l'idéal. Ce que je veux dans Baraka, c'est que tout ce qu'on fasse embarque. Que tout ce que les gens vont faire avec nous, mu embarque. Yàlla barkel lépp parce que àddina barke mooy lépp. Dëgg la. Loo mënti am soo amoon ay milliards su barkelul doo ci génn. Wallaay. Doo ko njëriñoo doo ko bànneexoo. maa la wax lii. Di nga gis ko xamante ne 15 la am mu barkel mu dund ci. Carrément. Donc en fait pour moi c'est le but ultime quand on investit ou quand on a un projet ou quand on achète une maison ou quoi que ce soit da ngay ñaan mu barkel parce que loolu mooy tax nga mën ko bànneexoo. Donc, ça avait beaucoup de sens. Il y avait ce sens-là. Il y avait le sens qu'on travaille avec le sol. Le sol de barkel, yàlla da ko barkel. Voilà pourquoi le sol, quand tu viens mettre une graine, ça te donne un arbre. Ça, c'est un truc de Dieu, en fait. Tu viens mettre quelque chose, il te le démultiplie et tu as quelque chose d'extraordinaire. Loolu mooy barke, suuf dafa barkel. Il y avait aussi le rappel de mon père. Xam nga dañu naan baay mooy barke mooy baay. L'entreprise, j'ai créé parce que mon père m'a motivée. Et n'oublie pas l'histoire du Coran, de la carte dans le Coran. Il m'a dit, j'ai mis la carte dans ce Coran pour que la baraka de la lecture du Coran que je fais puisse te rattraper un jour. Donc, en fait, la baraka, en fait, est dans tout ce que je fais. Yeah. Et c'est ce que je cherche en tout. Et c'est l'idéal que je veux atteindre. Que tout ce que je fasse, que toute interaction que je puisse avoir avec les clients, les partenaires, les barkel. Parce que quand tu commences, on dit, le tableau là, il dit start with Bismillah. Parce que quand tu commences with Bismillah, tu peux espérer and with alhamdulillah. Parce que su yàlla dafay barke soo paree di nga ci sant yàlla. Li nga gis ko xam commencé na dara mais yeggalewu ko alhamdulillah. Peut-être subhanallah la ko yeggalee wala a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim doo xam. Mais en fait, et quand j'ai lancé la page aussi, c'était comme ça, hein, j'ai dit bismillah, on se lance. C'est le mot que j'ai dit, bismillah, on se lance. Et moi je pense que tout ce que tu commences par bismillah, tu peux espérer terminer par alhamdulillah. Et si durant tout le long tu as impliqué ce bismillah-là et tu as impliqué justement la personne au nom de qui tu as, enfin, je vais pas dire la personne, l'être au nom de qui tu as commencé, si tu le mets dans tout le processus, moi je pense qu'il n'y a aucun moyen d'échouer. Carrément. Voilà. Lu ci am rek yàlla lay neex quoi. On sait que dans l'entrepreneuriat, voilà quoi, c'est pas évident du tout. Dans la gestion d'une agence immobilière, quelle est la partie selon toi la plus compliquée? La partie selon moi la plus compliquée, c'est la partie vérification.
surtout par rapport au terrain. Il faut tout le temps checker, double checker. Moi, je peux mettre des mois à checker des parcelles. Des mois, je te dis. Je ne suis pas pressée. Les gens peuvent me mettre la pression. On veut des terrains à tel endroit. Je leur dis, OK, je vais aller sur place, je vais démarcher, je vais chercher, je vais aller faire chercher côté paperasse, je vais vraiment prendre tout mon temps. Mais que les gens te mettent la pression, je veux ça, tu regardes la première offre, tac, tu leur balances. Alors que tu n'as pas fait toutes les vérifications derrière, tu n'as pas pris le temps de ségat, comme on dit, tu peux te retrouver avec une patate chaude après avec le client. Donc, c'est la partie... Moi, quand je viens faire un projet ou une campagne, je suis sûre que j'ai vraiment tout bouclé, tout verrouillé, j'ai vraiment tout checké, tout vérifié. Je suis sûre d'avoir un produit sans problème. Parce qu'après, s'il y a un problème avec le produit, ça va se répercuter sur toute ta clientèle. Carrément. Et là, les gens ne vont pas chercher à comprendre. Je veux dire, une erreur dans notre métier peut être fatale. Parce que c'est un métier de confiance, en fait. C'est un métier où la confiance, elle doit être de rigueur. Les gens te font confiance, ils viennent te donner leur argent, ils veulent pas avoir de problème. Le fait de skipper des personnes, des professionnels pour essayer d'y aller seul. Les gens, en fait, ont préféré venir te voir parce qu'ils ont confiance en toi. Ils s'attendent à ce que toi, en tant que professionnel, tu ne fasses pas d'erreurs. Même si des erreurs, je veux dire, c'est très difficile de motiver parce qu'on est dans un monde où les gens sont très bizarres, ils sont capables de tout pour t'arnaquer, même, on en voit de toutes les couleurs, en fait. Mais voilà pourquoi il ne faut pas être pressé. Il faut prendre son temps et tout. Et tu me diras, il y a des gens qui ont eu des problèmes qui, malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire, ils ont eu après des soucis. Des fois, après, il y a le mot aussi mutuel, en fait. D'où l'importance de toujours mettre Allah dans le truc. Alors, parce que des fois, il y a des choses, c'est lui qui peut t'aider, t'éviter des choses. Moi, des fois, on me propose un truc, j'ai pas une bonne intuition là-dessus. Et je fais confiance à mon 6e sens de femme. Et des fois, je sens pas le truc, je le fais pas. Et moi, j'ai fait une salatul istikhara à chaque fois que je dois me lancer dans quelque chose. Je peux le faire pendant X temps. Carrément. Jusqu'à ce que je sente l'envie de le faire. Et des fois, je n'en sens plus l'envie. Je comprends que peut-être ce bien-là n'était pas un bon bien pour moi et pour mes clients. Et je lâche tout simplement. Comment choisir un bon terrain? Parce qu'après, moi, je peux voir énormément d'offres. Oui, à telle zone, à telle zone, à telle zone. Même quand la personne est là en train de te parler du terrain, etc., tu as l'impression que la personne est au milieu d'une savane, d'une forêt. Mais après, je me dis, après, tu prends, tu commences à construire, mais tu vas être le seul dans la zone. Et puis, voilà quoi. Comment est-ce qu'un client, par exemple, sur quoi est-ce qu'un client peut se baser pour choisir là, ça c'est un bon terrain, quoi. Donc, comme on dit d'habitude dans notre métier, en fait, dans l'immobilier, il y a un point central, c'est l'emplacement. Il y a l'emplacement, mais aussi il y a la vision. C'est-à-dire, il faut avoir une certaine intelligence des affaires qui te font comprendre des choses. Par exemple, savoir que dans telle zone, il est prévu telle infrastructure, il est prévu tel projet, telle chose, et que si ce projet arrive dans telle zone, cette zone va forcément prendre de la valeur. Comme j'aime bien le dire, il y a des zones qui n'avaient pas une grosse valeur et qui ont été valorisées par un simple péage qui est passé par là-bas et qui a rendu la zone plus accessible. Comme Malicounda, en fait, Malicounda, c'est l'arrivée du péage qui a rendu Malicounda attractif. Parce que avant ça, il fallait passer par la route nationale. Malicounda était un peu à l'extrait. Par exemple, pour partir à Saly maintenant, aujourd'hui, tu passes d'abord par Malicounda. Malicounda est à 5-10 minutes de Saly. Donc, en fait, c'est un quartier proche de Mbour, de la Petite Côte, qui est accessible par le péage, où il y a des routes, des infrastructures, et où les terrains sont encore accessibles. Donc, les gens qui ont cette lecture, ils comprennent et ils vont investir là-bas parce qu'ils savent que c'est une zone d'avenir. Par exemple, Ndayan.
Ndayane, les gens vont être intéressés par Ndayane parce que, de un, c'est la petite côte, c'est proche de la mer, mais il y a le futur port qui va arriver là-bas. Yeah. Donc, quand il y a un port qui arrive dans une zone, effectivement, avec un plan urbain de développement dans la zone, tu comprends qu'il y aura beaucoup d'infrastructures et donc c'est une zone d'avenir. Maintenant, cette information, tout le monde peut ne pas l'avoir, mais toi, en tant qu'agent, il faut que tu aies ces informations et que tu puisses véhiculer ces informations aussi à tes clients pour qu'ils sachent qu'ils vont faire une bonne affaire en achetant dans cette zone. Donc, en fait, c'est ça, c'est l'emplacement et c'est la vision, ce qui va se passer. Par exemple, là, les gens comprennent que comme Dakar, il n'y a plus rien, ils vont aller jeter leur dévolu sur Thiès. Parce que Thiès est la ville la plus proche de Dakar. Bon, il y a des infrastructures qui commencent à partir. Le TER va partir à AIBD. AIBD, c'est la région de Thiès, etc., etc. Donc, ils savent que la porte où ils peuvent investir à côté de Dakar, s'ils n'ont plus rien à Dakar, c'est Thiès. Donc, après, là, actuellement, il y a beaucoup d'engouement pour Thiès. Voilà. Et puis, c'est comme ça, en fait, que c'est ces choses-là qui sont les indicateurs du bon investissement. Maintenant aussi, les gens ont commencé à comprendre que ben zone jaratul heb. Bu njëkkoon c'était ça le problème. Fi la wax rek nga ne àll la. Maintenant les gens ont compris. Voilà. Maintenant les gens ont compris que fenn nekkatul àll. Et que les villes se développent. Et que tu sais un terrain quand tu l'achètes, tu lui donnes ni à boire ni à manger. Carrément. Quand tu l'achètes avec des bons papiers et que tu es tranquille, tu peux dormir tranquille, c'est un terrain qui va prendre de la valeur par force. Qu'est-ce que ça te coûte? Si tu n'investis pas pour toi, tu vas investir pour le futur, pour tes enfants, ou d'ici quelques années, le terrain va prendre de la valeur, tu pourras peut-être revendre et avoir une plus-value. Donc les gens, ils ont compris, ils investissent dans ce qu'ils peuvent en fait. Carrément, voilà, carrément. Et là, est-ce que tu peux nous parler globalement des projets en cours de Baraka? Alors, les projets en cours de Baraka, nous, on a l'intention de continuer avec nos offres en location-vente, de proposer ça. Là, on a pour le moment 2 projets, on veut en avoir plus avec le temps. On veut, pour les campagnes de vente de terrain qu'on faisait, maintenant, la suite logique, c'est de faire Baraka Cities, c'est-à-dire de construire pour tous ces clients et même pour d'autres clients des villas. Après l'acquisition d'un terrain, c'est la construction d'une villa, c'est ça la suite logique. Après l'acquisition d'une villa, c'est quoi? L'ameublement. Donc, on veut partir sur Baraka Déco et commencer à proposer du mobilier local à nos clients, à qui on a vendu des maisons ou à qui on a loué des maisons ou ceux qui nous approchent pour faire des investissements Airbnb, etc. Pouvoir leur proposer d'avoir le mobilier chez nous et l'aménagement, tout ce qui est aussi aménagement électrique, l'électroménager, tout ça. Donc, on veut partir sur ça. Et c'est cette suite logique. En fait, le but du jeu, c'est que quand un client rentre chez nous, qu'on le suive sur toute la chaîne. C'est pourquoi on dit que c'est l'agence 360 degrés. On veut pouvoir suivre le client sur tous les aspects qui concernent son investissement ou en tout cas sa maison, tout simplement. De bout en bout, de l'achat du terrain à la construction de la villa, à l'ameublement, à la gestion locative pour quelqu'un qui voulait juste faire un investissement locatif, à l'aménagement pour quelqu'un qui veut habiter, etc. Donc, c'est ça. On propose tous les services qui gravitent autour de l'immobilier pour que le client ait un seul interlocuteur, en fait, qui le suive de A à Z sur tout son projet. C'est très intéressant. Bon, de toute façon, en description, il y aura toutes vos informations et les gens viendront parce que bon, rien qu'en étant ici, j'ai vu même sur le numéro WhatsApp, j'ai vu pas mal de le détail des projets. Oui, tout à fait. Les tarifs, etc. Super intéressant, très intéressant. Et puis les gens pourront venir s'informer et puis vous contacter quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Bon. Voilà quoi, on a touché les points essentiels quoi. Oui. On a touché les points essentiels. Est-ce que tu as quelque chose à partager aux gens avant qu'on se dise bye bye? Bon, ce que j'ai à partager aux gens, moi je voudrais juste remercier en tout cas mes clients, ma communauté, les clients qui m'ont fait confiance. La communauté, pourquoi je dis ça? Parce que en fait, Baraka est une entreprise qui a toujours été drivée par une communauté. C'est ma communauté qui me recommande partout. En fait, moi, quand je suis sur les réseaux, je viens. À chaque fois que quelqu'un demande un bien immobilier dans quoi que ce soit, c'est tout le temps moi contact en majorité. Et ça, c'est mes clients, mes proches, des gens qui apprécient ce que je fais et qui n'hésitent pas à me recommander partout. Je suis arrivée à un point où je ne fais presque plus de prospection.
Parce que les produits me viennent directement. Parce que des gens te recommandent, parce qu'ils te font confiance, parce qu'ils vont comment tu travailles. Peut-être ils ont de l'admiration pour ton parcours, pour ta façon d'être. Et c'est des gens qui te soutiennent. Donc, je voudrais vraiment les remercier, en fait, parce que c'est ce qui nous a aidés. C'est ce qui a fait la différence entre d'autres personnes qui peut-être ont démarré avant moi et d'autres personnes avec qui j'ai démarré. C'est cette force que j'avais en plus d'avoir une bonne communauté qui est vraiment là pour me driver en tout. Et c'est de là que j'ai eu mes premiers clients et c'est ces clients qui m'ont ramené d'autres clients. Et donc, je voulais vraiment les remercier parce qu'ils auraient pu ne pas le faire, hein. Voilà, on connaît toujours un proche qui travaille dans quelque chose qui te dit oui, je ne suis pas aidé par ma famille, je ne suis pas aidé par les gens ne me soutiennent pas, ils ne partagent pas mon travail. Moi, j'ai pas eu ce problème, honnêtement. Donc, je voulais vraiment les remercier pour tout et pour avoir en fait épousé la vision de Baraka. Ils ont tout de suite compris ma vision et ils savent ce que je veux faire parce que moi, je n'hésite pas à communiquer sur mes ambitions. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont te dire au Sénégal, il faut jamais parler de tes ambitions parce que les gens ne vont pas te laisser y arriver, etc. C'est pas ma vision. Moi, je suis plutôt très positive. Je suis une personne très positive. D'accord? Quand je veux faire quelque chose, je m'en parle. Parce que nous, on sait, je sais quoi waxul, doo gis ko ko faj. Si ñu xamul ne que kii lii mooy mbébétam, doo gis peut-être ko la ci jàppale. Moi, c'est pour avoir parlé de mon ambition en location en vente que j'ai pu avoir des opportunités, par exemple comme Baraka Plateau, de le faire. Parce que quelqu'un m'a connu dans ça et m'a proposé un projet qui pouvait me permettre de le faire. Et ce premier projet permettra de faire d'autres projets. Donc, en fait, des fois, ta vision, il faut que les gens comprennent ta vision et épousent ta vision. Parce qu'après, les gens pourront pouvoir te suivre dans ça et t'aider même. Voilà, moi, j'ai été aidée par des personnes qui sont venues, qui m'ont dit je vais investir dans ce que tu fais. Parce que tout simplement, ils savent que j'ai une certaine vision, une vision très ambitieuse et ils croient en toi et ils vont t'aider. Donc, donc il faut parler des choses, de ce qu'on veut faire et puis être positif, ne pas trop se dire oui, on va me piquer mon idée, on va me truc. Expertise bi nga am. Tu peux te donner ton projet A à Z. L'expertise avec laquelle tu veux la faire, quelqu'un d'autre peut avoir tout ton projet A à Z te du ko mën a def. Nit nag da ngay gëm sa bopp des fois quelque part. Moi, j'ai pas peur de la concurrence. Je ne considère même pas que j'ai de la concurrence. Je considère que j'ai des collègues, des partenaires. Quand j'ai un produit que j'ai pas, j'en parle à certains collègues. Est-ce que vous avez ce produit? Ils vont m'aider en ce sens. Quand ils ont des besoins, ils m'en parlent. Je ne les considère pas comme des concurrents. Il y a pas de guéguerre, il y a pas de problème. Chacun nan ku nek mu ngi ci sa line di dox li nga doxal li nga wara doxal et on peut évoluer ensemble sans se faire sans se concurrencer et tout ça. Donc, moi, je crois en ma vision, en ce que je fais, en mon modèle économique et ma manière de travailler. Je suis sur ma route. Et Inch'Allah, je sais que je vais arriver à, voilà, li ma war a am dinaa ko am, li ma war a def dinaa ko def avec le temps parce que lépp yàlla nga koy dénk. Tu xalaat yaakaaroo ko ci leneen lu dul yàlla te yàlla mooy maye. te moom àddina li fi nekk yëpp ñi ko jaamee ko moom surtout ñi ko gëm. ñi ko gëm wóolu ko bàyyi ko seen bopp ñoom la fi nekkal. Donc moi, je ne m'inquiète pas. Donc c'était ça. Je voulais remercier au fait ma communauté et inciter les jeunes à investir. C'est-à-dire à en faire un objectif. Parce qu'à il y a tellement de choses, beaucoup de choses. Moi, je suis ravie quand je vois de très jeunes personnes, des gens qui sont années 90, années 2000, commencer à s'intéresser à l'immobilier, acheter des terrains. Parce qu'en fait, c'est ce que beaucoup de nos anciens ont raté. Ils s'y sont pas mis tôt. Ils ont attendu d'avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans proche de la retraite pour ensuite commencer à penser immobilier. Et souvent, c'est trop tard. Peut-être les banques ne pourront pas te suivre ou peut-être les charges viendront. Donc, quand tu es jeune et que tu n'as pas beaucoup de charges, je pense que c'est le meilleur moment pour commencer à penser, à investir, à mettre des sous de côté pour préparer ton avenir, en fait. Donc ça, je voudrais vraiment inciter les jeunes à ça, à ne pas aussi dire les zones, à être visionnaire. Oui, moi, je veux quelque chose dans Dakar uniquement. Quand on te présente une autre ville, tu dis non, faut faire Allah. Il faut qu'on arrête de penser comme ça et qu'on comprenne que l'investissement l'immobilier est un investissement avec, je dirais, presque zéro perte. Un investissement souvent sûr. Comme je t'ai dit, la seule condition, c'est d'acheter en bonne et due forme avec les bons papiers. Mais sinon, c'est un investissement où il n'y a pas de perte.
le bien prend de la valeur forcément avec le temps. Et donc, voilà. Les femmes, c'est pas la peine parce que je vois maintenant que les femmes ont compris. Les femmes achètent beaucoup. Moi, si je faisais aujourd'hui mes chiffres, j'ai plus de clientes femmes que de clients hommes. Yeah. Voilà, elles ont compris que c'est pas un truc qu'il faut laisser juste aux hommes, c'est pas juste l'apanage des hommes. góor mën na jënd comme jigéen mën na jënd. Jigéen soo xasee ba am ay revenu am dara au lieu nga koy jël di ko def ci ay futilité ay xew par ci ay nangam jokkalante par là teranga par ci par là. Les gens ont compris, achètent des terrains. Si c'est pas pour eux, ça va être pour les enfants. Parce qu'on peut pas tout laisser maintenant aux hommes. Pour moi, une femme, du moment où tu as des revenus, tu devrais penser à investir, comme tout le monde, mettre ton argent quelque part et ne pas juste dire que du coup, passer comme on le fait. Ça, par contre, côté Bob, je vois que les femmes ont compris pour la plupart. Yeah. Voilà, et puis je les encourage en ce sens et bon bye quoi. Voilà. Ah, lu baax la. Moi, je vais te remercier pour ton temps. Parce que on t'a un peu bousculé, hein. Les rendez-vous, etc. Ce n'est pas évident du tout. Et tu as partagé énormément de valeurs dans cette interview. Et puis, je pense que notre communauté d'entrepreneurs c'est-à-dire, ils sont vraiment très contents. Parce que déjà, le mindset, le parcours, tout est vraiment riche. Et je rappelle aux gars, allez la suivre sur ses réseaux. Elle partage du contenu intéressant et des offres encore beaucoup plus intéressantes. Ok, so, pour ceux qui veulent démarrer quelque chose avec les moyens du bord aussi, on a lancé un e-book il n'y a pas longtemps, 100 idées business rentables et faciles à lancer en Afrique. Encore une fois, c'est pas de l'argent qu'on offre, c'est des idées business. Et dans le e-book aussi, oui, c'est de l'inspiration. Après, ce sera pas, c'est-à-dire sans idée business que tout le monde pourra lancer en même temps, non? C'est donc dans ça, il y a même un outil que je partage, que chacun pourrait utiliser pour un peu s'orienter vers les idées business qui lui correspondent le mieux. En business, c'est ça. Par exemple, aujourd'hui, il y a Khadija qui s'est lancée dans l'immobilier. Peut-être elle peut inspirer une autre personne, etc. Mais tout le monde ne pourra pas réussir dans l'immobilier parce que c'est une affaire de profil, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est comme si on me demandait, oui, Manu, je veux faire un sport, etc. Mais le football ne va pas à tout le monde. La natation ne va pas à Donc, selon le profil, chacun va avoir beaucoup plus de chances dans un domaine. Et donc le lien pour télécharger le e-book qui sera aussi en description. Et oui, je pense qu'on a fait le tour. So, abonnez-vous, partagez, puis cliquez sur la cloche. La cloche, machin. Et merci en tout cas à toi aussi, parce que c'est de la générosité dont je parlais tout à l'heure. Parce que pouvoir mettre les gens en lumière, en fait, il faut être généreux en fait pour le faire. Parce qu'il y a des gens qui veulent mettre la lumière que sur eux, mais mettre la lumière sur des autres, il faut avoir une certaine générosité d'esprit et de cœur pour le faire et tout, parce que tu peux même pas savoir à quel point tu inspires les gens en fait. Moi, je t'ai suivi longtemps avant même qu'on soit en contact, parce que en fait, j'ai vu tellement de gens passer. Et puis, ce qui me plaît le plus, c'est que c'est du contenu local. Parce que moi, je suis beaucoup de podcasts d'Américains ou de Français ou même des gens de la sous-région et tout. Mais voir quelqu'un faire du contenu comme ça dans notre propre pays, en fait, on se rend compte beaucoup plus de la possibilité de réaliser des choses. En fait, on se rend compte que c'est un Sénégalais comme moi, qui a peut-être eu le même parcours que moi, qui a été dans les mêmes écoles que moi et qui a réussi à faire telle chose ou telle chose. Donc, on se familiarise beaucoup plus à la chose. Et moi, je t'encourage vraiment en ce sens, parce que l'autre me manquait. Il y a beaucoup de personnes qui sont des djambas dans ce qu'ils font, qui sont très braves et tout, mais qui n'ont juste pas peut-être l'occasion de pouvoir parler de leur ambition, de pouvoir parler de leur parcours pour en inspirer d'autres. Et c'est ce que tu réussis, machallah, avec brio. Donc, en fait, tout le mérite te revient finalement. Merci à toi. Regarde, moi, j'ai été... C'est toi le MVP. Ouais. He's the MVP.
Arrête-moi ça. Non, lui, c'est lui le MVP, il faut lui dire. Et dans les commentaires, dites-lui c'est qui le MVP. Moi, j'ai regardé ta vidéo, la vidéo de l'émission, mais je me suis dit, c'est la première fois que je vois ce genre d'idée-là. Et voilà quoi, ça, c'est une idée qui mérite d'être encore beaucoup, c'est-à-dire mis en avant, quoi, vraiment mis en avant. Et j'ai regardé les autres, etc. Et j'ai vu la touche spirituelle et voilà quoi, mon collaborateur, il sait quoi. Lui, c'est-à-dire pourquoi on est vraiment matché, c'est parce que voilà quoi, on aime vraiment sentir un tant soit peu de valeur voilà, pour ne pas dire de spiritualité, mais certaines valeurs chez les entrepreneurs. Parce que l'entrepreneuriat, à la fin de la journée, c'est pas forcément combien est-ce que j'ai gagné, quoi, mais plutôt combien de vies tu as impacté, combien de personnes tu as influencé dans la bonne chose. Carrément. Combien de personnes tu as permis de croire en eux, en fait. Parce que moi, tout le temps, je reçois des retours comme ça, des gens qui me disent comment tu as fait, je vais faire comme toi et tout. Et moi, je vais pas cacher par quoi je suis passée. Je vais le dire cash et je vais dire ce qui m'a permis, à mon avis, d'y arriver. Je vais le dire. Je me sonne ci di ko wax. Lépp yàlla la. Carrément. Mënuma ko ci génne benn yoon du sama njàmbaar du dara. C'est Dieu en fait. Donc moi je vais le dire, mettez Dieu au cœur de tout dans votre vie. Sentimental, spirituel, professionnel, mettez Dieu dans tout parce qu'il a la solution en tout en fait. Tous nos problèmes en fait finalement peuvent être réglés avec son aide et il nous a laissé tous les outils, il nous a donné tout. Motivation mënul weesu ce qu'il a dit, sa parole et les exemples qu'il nous a envoyés. Comme, je veux dire, à chaque fois que toi, tu as même un problème dans ta vie, quand tu penses à les prophètes ou les saints, par quoi ils sont passés, tu te dis, man maay kan en fait ba duma jaar ci lii. Man maay kan ba duma dund difficulté. Man maay kan ba man lu neex rek laa am sama àddina. Mënul nekk. Et ça te permet de relativiser. Carrément. Après, quand tu as de grands objectifs, ça va avec gros challenge. Hein? Oui, gros challenge, mais rien de mieux que justement Dieu dans ça. Qui peut t'aider plus que lui? Carrément. Qui peut t'aider à peut-être faire des miracles plus que lui? Parce que gars dañu bëgg ay milliards mais milliards yi jaar la de. ñaan bi ma demee maa xam la laa doon ñaan yal na ma yàlla boole ci milliardaire Seydina Mohamed. Mais loolu dëgg. dama ko ñaan sans scrupule. Normal. Je vais prier pour Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil, mais ce que je veux là, je l'ai dit. Waaw. Yàlla dama bëgg nga def ma milliardaire. Loolu dëgg. Et j'ai précisé milliardaire Seydina Mohamed parce que ça veut dire que c'est un milliardaire qui va faire en sorte li ko yàlla dénk mu nit ci jëriñoo ci. Dëgg la du man rek lay jëriñ. Mais loolu mooy dëgg parce que boo buñ ko fi bàyyil day yàqu rek. Non nit ki tout est pour nous. waaw. Voilà ñun ñoo ko moom daal. J'aime bien le dénominateur, c'est-à-dire commun de toutes ces personnes qui sont passées, parce que c'est quoi impact, c'est des gens qui font et derrière oui ils gagnent leur vie. Mais c'est des gens qui gagnent leur vie en impactant la vie des gens. Et là, ça devient un échange qui est sain. C'est ça. Oui, maa ngi lay defal baa ngi échanger, etc. Et en retour, c'est-à-dire, pour moi, le monde n'est pas ingrat du tout. Le monde, c'est-à-dire, loo fi joxe rek lu baax. La loi de l'attraction, comme on dit. Et puis, comme j'ai dit récemment ci benn interview, c'est très important de penser communauté et de penser collectif. Parce que des fois, tu vois, c'est pas pour rien que yàlla di ñu wax ñu julli mbooloo wala leneen wala ñaan wala naan dafa def ci mbooloo rahma wala genre yooyu parce que si c'est pas pour toi ça peut être pour quelqu'un dans le groupe la yàlla di rus wala di xool wala di jàppale. Si moi j'avais des objectifs de faire quelque chose et que je ne pensais pas collectif, je pensais pas famille, je pensais pas communauté, je pensais pas tout ça, peut-être que comme man rek lay njëriñ, peut-être Dieu aurait dit non, c'est pas, elle peut se passer de ça. Mais si Dieu sait que si toi tu fais quelque chose, sama jaam sangam wala sama jaam ba ngeen mérité na lii dina mën a am wërsëgam ci lii wala dina ci mën a am lii wala lii ak lii yàlla mën na xool ci ñooñ rusee la lool jàppale la ko yow. parce que ñu naan wàccul jox kenn dara en fait daf ko jaarale ci ay nit. Voilà, donc si tu veux tout garder pour toi, tu dis voilà, je prends pas d'employé, je paye pas d'impôts, je fais rien, genre doo njëriñ kenn en fait. Et là, quand tu fais quelque chose, une entreprise comme ça, tu peux même pas savoir à quel point tu peux après avoir une utilité pour ton pays. Tu réduis le taux de chômage, tu crées des emplois, tu crées de la richesse et tout. Et puis tu consommes dans ton propre pays, tout ça. En fait, c'est quelque chose d'inestimable. Et puis donc,
lu jar a bàyyi xel la. Il faut toujours penser nous, pas seulement penser je. C'est très important. Carrément, toujours penser nous. Donc, je pense qu'on c'est la bonne phrase, c'est le bon état d'esprit, c'est le bon mindset sur lequel on va se dire à la prochaine. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.